Bonjour les oursons, j'espère que vous avez la forme. Jeudi, le président Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires, mesure intervenant déjà à la suite de nombreuses annulations d'événements sportifs et culturels. L'occasion pour nous de parler du coronavirus. Tout d'abord, posons le cadre. Ah l'enfoiré il a osé. Et c'est pas fini. Le coronavirus, ou SARS-CoV-2, ça c'est le nom du virus, ou encore Covid-19, ça c'est le nom de la maladie, c'est ce que vous entendez le plus souvent dans les médias, Covid-19. Vu que le coronavirus est une famille de virus qui vivent depuis des décennies. On y retrouve le SRAS et le MERS. Donc jusqu'à récemment, on avait 6 souches de coronavirus. Deux dont je viens de parler juste avant, le SRAS en 2002-2003 qui a fait 750 à 800 victimes à travers le monde, dont un en France, et le MERS apparu au Moyen-Orient en 2012 qui a fait entre 450 et 500 morts et qui est toujours en activité. Et ensuite, 4 autres souches de coronavirus de type rhume entre guillemets qui sont responsables de 30% des rhumes. À titre d'indication, la grippe saisonnière fait entre 10 et 15 000 morts par an en France. Revenons-en à notre petit virus. Donc le Covid-19, c'est donc le septième de la famille des coronavirus et il est apparu dans la ville de Wuhan en Chine. Son origine reste à ce jour très controversée. En effet, les coronavirus de type MERS et SRAS étaient des virus de chauve-souris. Je m'explique. Alors le SRAS, c'est un virus de chauve-souris qui a été transmis à la civette et ensuite transmis à l'homme par la civette. On parle ici d'autres intermédiaires concernant la civette. Pour le MERS, même principe, virus de chauve-souris, transmis au chameau et ensuite transmis à l'homme via la consommation de lait cru de chamelle. Et donc concernant le Covid-19, eh bien, à ce jour, on ne sait pas précisément quel est l'autre intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Alors il y a des théories, il y a des pistes, que ce serait le pangolin, etc., etc. À ce jour, on n'en a absolument aucune idée. Cependant, le coronavirus ne résiste pas à la chaleur. Donc à moins de consommer de la viande de chauve-souris infectée et crue, il n'y a pas de danger, sauf qu'on l'a vu, certains raffolent de bouillon de chauve-souris crue. Non mais plus sérieusement, en réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se transmet. À la base, il suffit d'être à proximité d'un animal infecté pour être infecté à son tour. Et là, inutile de revenir sur le niveau de salubrité du marché de Wuhan. On a tous vu les photos. J'ai pas besoin d'en rajouter là-dessus, je pense. Une autre théorie expliquerait son apparition due à une expérimentation en laboratoire. Ceci dit, la Chine n'a aucun intérêt à laisser fuiter ce genre de virus, étant donné que les Asiatiques ils sont bien plus sensibles que les populations européennes, par exemple. Mais récemment, des virologues ont découvert une anomalie dans la séquence ADN du virus, en pointant le fait que certaines séquences de l'assemblage sont faites de la main de l'homme, auquel cas il s'agirait alors vraisemblablement d'un accident. Bon, maintenant les symptômes. Les symptômes, ils ont déjà été évoqués via le gouvernement, via les médias, via tout ce que vous voulez, via les vidéos de créateurs que vous avez déjà pu voir. Vous les connaissez si vous êtes en bonne santé. En gros, les symptômes, c'est des symptômes grippaux classiques. Ça, c'est si vous êtes en bonne santé. Et il y a même de nombreux cas de personnes asymptomatiques, voire avec des symptômes bénins. Donc, et ça, on y reviendra plus tard euh, sur le nombre de cas de personnes infectées par le coronavirus, le Covid-19, et qui n'ont pas déclaré de symptômes. Des symptômes respiratoires semblables à la pneumonie peuvent apparaître sur les populations fragiles, les personnes immunodéficientes, et également il y a des causes de comorbidité euh, avec des facteurs favorisant l'action du virus. Donc des causes de comorbidité avec le coronavirus, ça peut être le diabète, l'hypertension, bronchite chronique, les maladies coronariennes. Donc tout ce qui va toucher soit le système respiratoire, soit le système cardiovasculaire. Alors c'est grave, docteur?
Eh bien, pas vraiment. Il faut prendre deux choses en compte, sa contagion et sa létalité. Et pour cela, on dispose d'un indicateur, le R0, qui nous donne le pourcentage de contagion et de létalité d'un virus dans des conditions spécifiques, c'est-à-dire sans aucune mesure d'isolement, quarantaine, etc., et sans vaccination ni traitement. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? Qu'en termes de létalité, il est d'environ 2 à 3% des cas diagnostiqués. Et il est bien là le problème. Les symptômes étant vraiment bénins, beaucoup de personnes infectées ne passent pas par le circuit hospitalier, ce qui pourrait donc augmenter le nombre de cas, mais grandement diminuer le pourcentage de morts. Des experts, du fait du nombre de personnes potentiellement infectées, mais présentant des symptômes bénins, voire même des personnes asymptomatiques, mais qui seraient quand même infectées, estiment que le nombre de personnes réellement infectées actuellement est sans doute 10 fois supérieur aux chiffres officiels. Bon, toujours à titre de comparaison avec ses cousins coronavirus, le SRAS atteint environ les 10% de létalité et le MERS, quant à lui, atteint 35% en réalité et atteint même 45% via l'indicateur R0. Maintenant, la contagion. Encore une fois, notre Covid-19 n'est pas un monstre. Son taux de contagion étant de R2, R3, c'est-à-dire qu'une personne infectée va potentiellement en infecter 2 à 3. Donc c'est pas plus contagieux que les grippes saisonnières. J'en profite pour en glisser nos antivax. À titre d'information, la polio c'est R6 avec un taux de létalité d'environ 20%, la variole également, la tuberculose R6 aussi avec un taux de létalité de 65%, les oreillons R12, la coqueluche R14, la rougeole R15. Euh, voilà, moralité, vaccinez vos enfants, bande d'abrutis. Alors, si c'est pas si grave, pourquoi tout ce bordel? Eh bien ça, c'est la question à 1 million. Pourquoi nos gouvernements gèrent-ils cela de la sorte jusqu'à provoquer une crise économique mondiale? J'en ai absolument aucune idée. Mais vu que l'on aborde le sujet, parlons conséquences économiques. Ce virus aura au moins permis de révéler une chose, la fragilité du système économique mondial et une vraie remise en cause de la mondialisation, l'ineptie de ce marché-monde, les enjeux des délocalisations et l'urgence criante de relocaliser nos industries. La Chine à l'arrêt par ses mesures de confinement et c'est toute la chaîne de production mondiale qui est impactée. Jusqu'à récemment, les marchés financiers n'avaient pas pris cela au sérieux. Puis les décisions politiques prises de part et d'autre de la planète, entraînant des conséquences sur la production et la consommation, et le vent de panique sur les places financières qui font le jeu des spéculateurs. Et pour apporter du grain à moudre à tout ce petit monde, vient s'ajouter une guerre économique autour du pétrole entre la Russie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Je vais tenter de vous expliquer ça simplement. En gros, la Chine consomme 15% du pétrole mondial, qui dit Chine à l'arrêt, dit moins de consommation de pétrole. Et depuis des années, nous avons les pays de l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite en tête, qui s'entend avec les Russes sur les volumes de production pour maintenir les prix à un certain niveau, pour ne pas perdre d'argent et faire face au nouvel afflux du pétrole de schiste américain. Début de semaine, la Russie a décidé de ne plus s'entendre avec l'OPEP et de ne pas réguler sa production, la portant à 11 millions de barils par jour. En réaction, Riyad a décidé d'ouvrir les vannes pour inonder le marché afin de récupérer des parts de marché, portant sa production à 12 millions de barils par jour. C'est ici l'occasion pour Moscou de se venger des sanctions économiques américaines à l'encontre des entreprises russes dans les secteurs de l'énergie. Mais comment? En fait, c'est très simple. Le point mort budgétaire du pétrole russe se situe à environ 35-45 $ le baril de brut, alors que le point mort américain se situe à environ 50-60 $ le baril. Ceci est dû au fait que le pétrole américain est issu du gaz de schiste, qui est beaucoup plus coûteux à produire et surtout hautement subventionné par les banques américaines. Qui dit prix bas du pétrole dit que les compagnies pétrolières américaines perdent de l'argent, dit qu'elles ne sont plus en mesure de rembourser les énormes investissements engagés, dit panique des investisseurs. Et voilà pourquoi les bourses du monde entier s'effondrent depuis une semaine. Maintenant, revenons à la gestion de cette crise en France. Depuis jeudi soir, l'annonce de la fermeture des écoles s'en est suivie le lendemain de la suspension de nombreuses activités sportives via les différentes fédérations et enfin l'interdiction des rassemblements supérieurs à 100 personnes. Et je comprends tout à fait cette volonté
de vouloir ne pas accroître le nombre de cas et ainsi d'éviter de surcharger le système de santé pour ne pas se retrouver dans la même situation qu'en Italie. Sauf qu'au final, il s'agit de demi-mesures. Il fallait soit fermer les frontières dès le début, et encore une fois, ce virus nous rappelle la nécessité d'avoir des frontières, soit à la place de la fermeture des établissements scolaires, annoncer une quarantaine totale. Parce que là, les enfants qui ne vont pas à l'école, qui va les garder? Les grands-parents. Qui sont les populations à risque? Les personnes âgées. Vous la voyez, la grosse connerie? Pour terminer, depuis quelques jours, je vois cette information circuler. Des scientifiques estimeraient que le virus touchera 60% de la population. Information que je ne nie pas en soi, même si elle me paraît quelque peu exagérée, et qui recoupe avec ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a environ 10 fois plus de cas de personnes infectées que les chiffres réels. Ce qui veut dire que dans l'absolu, il ne va pas y avoir 2 à 3% de morts sur les fameux 60% de la population qui sera potentiellement infectée, ce qui porterait le nombre de victimes à plus d'1 million, mais plutôt que le taux de létalité devrait être autour des 0,3% de ces 60% de la population infectée, ce qui est totalement différent. Qui a raison, qui a tort, seul l'avenir nous le dira. Petit ajout de dernière minute, finalement le gouvernement semble avoir pris des mesures un peu plus sérieuses, l'idée n'étant plus vraiment de stopper la contagion, mais plutôt de l'étaler dans le temps, afin de ne pas avoir un pic de contagion trop important et conserver un système de santé opérationnel. On parle ici d'étaler la courbe. C'est un terme un peu générique, mais en le tapant sur le moteur de recherche Google, vous verrez de quoi il s'agit. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.